Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire où on va parler coût du travail dans la restauration. L'idée donc c'est de discuter avec Jérôme Perrin, qui est franchisé Burger King depuis 3 ans, sur ce sujet assez primordial pour les restaurateurs, du suivi du coût du travail. Voilà, et puis de discuter autour de ce que peut apporter un outil informatique comme le propose Mapal, pour l'assister dans cette tâche-là. Voilà, donc on va commencer peut-être par se présenter rapidement. Euh, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît? Ouais, bonjour tout le monde. Donc Jérôme Perrin, oui, donc tu l'as dit Rémi, je suis franchisé Burger King, j'ai 2 restaurants, un Plaisir et un Trappe en région parisienne, Mhm. euh, depuis 2 ans et demi bientôt. J'ai un parcours, j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé longtemps chez McDo pendant 15 ans, euh, en restaurant, puis au siège ensuite dans différents départements finance puis sécurité chez McDo France. Et je suis parti de chez McDo il y a à peu près 10 ans pour me lancer un peu dans le prêt-à-porter, pas longtemps, et je suis revenu à mes premiers amours, à savoir la restauration. Et j'ai intégré BK en formation, puis pour devenir franchisé début 2018. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Merci, Jérôme. Moi, très rapidement, je vais me présenter. Rémi Mathurin. Je suis Customer Success Manager sur le marché français pour Mapal. Donc, en mots plus simples, je m'occupe des mises en place et du suivi des clients Mapal en France. D'accord? Et voilà. Et David Nataf. David, je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous. Moi, je fais plutôt partie de l'équipe commerciale, donc c'est moi qui fais les premières présentations, et puis ensuite je passe l'entorche à Rémi pour toute la partie implantation. Ok. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc voilà, le coût de la main-d'œuvre peut représenter 22 à 40% selon le type de restauration. C'est évidemment le coût de la main-d'œuvre pour un restaurant et poste de charge très important, qu'il convient de manœuvrer avec prudence et avec beaucoup d'attention parce que ça peut impacter directement les marges d'un restaurant. Voilà, donc et c'est sur un sujet comme ça qu'on peut avoir l'assistance d'un outil de planification pour aider à contrôler ces coûts-là. Donc voilà, donc c'est sur ce sujet-là qu'on va échanger avec Jérôme aujourd'hui. Et pour entrer dans le vif du sujet, Jérôme, euh, je voudrais savoir, moi, par rapport à la main-d'œuvre et à la planification, quel cheminement tu as parcouru, toi, depuis que tu es franchisé Burger King? Et voilà, quelle expérience as-tu connue à ce sujet? Et comment as-tu travaillé là-dessus? Bon, en fait, le constat, comme tu disais, Rémi, c'est que c'est un poste qui est très important. Euh, et on est tous à la recherche du ni trop ni trop peu. C'est-à-dire que soit on planifie trop d'équipes au regard du chiffre d'affaires qu'on s'apprête à faire, et à ce moment-là, on détériore nos résultats financiers. Soit on planifie pas assez, on va avoir des résultats financiers qui vont être satisfaisants, mais sur le long terme, c'est pas jouable. Et dans un domaine comme le nôtre, qui est la restauration rapide, si on n'est pas rapide pour servir nos clients parce qu'on n'a pas assez d'équipes sur le terrain, commercialement parlant, on passe à côté du pourquoi la visite de nos clients. Donc le cheminement, il est double. Il est à la fois financier, pour avoir des résultats équilibrés et pour avoir un compte de résultats qui reste dans la fourchette qu'on s'est fixée. Mhm. Et puis il est aussi très opérationnel, pour faire en sorte, malgré tout, d'avoir le bon nombre de personnes pour servir nos clients et pour produire. Le point de départ de la réflexion, il est là. Il est Mhm. d'essayer de toujours être à l'intérieur de cet équilibre qui est difficile à obtenir. On en parlait, si on demande un taux de main-d'œuvre, je ne sais pas moi, si je demande 20 de main-d'œuvre à mes restaurants, ils vont les sortir. Ouais.
mais encore faut-il que ça se fasse dans de bonnes conditions et que les clients s'y retrouvent quand ils viennent nous voir. Donc, la réflexion initiale, elle est là, elle est une bonne main-d'œuvre, oui. Et où est-ce qu'on met le curseur pour que tout le monde soit content et l'équilibre financier est respecté et une bonne qualité de service dans nos restaurants. Voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué à obtenir. Et donc, toi, je crois que personnellement, tu es arrivé à une maturité à ce niveau-là, je pense. Et comment es-tu arrivé à cette maturité et comment l'outil t'a aidé pour cela? Ben, on a beaucoup tâtonné, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps sur la définition de nos besoins. En fonction de notre chiffre d'affaires, on a défini des tranches. Chez nous, on calcule les chiffres d'affaires à la demi-heure hors taxe. Ouais. Donc, on a projeté pour chaque zone qui de production, qui de service, des besoins en termes d'équipe, fonction du chiffre d'affaires qu'on s'apprêtait à réaliser ou qu'on projetait en tout cas. On s'est trompé. On a affiné au fil de l'eau ce besoin-là pour essayer d'en faire quelque chose de précis, un cadre. Ouais. Ça, c'est un temps qui est vachement important. Regarder ce qui se passe sur la en fonction de ce qu'on a planifié et ajuster. Donc, on a défini des zones, des tranches de chiffre d'affaires dans l'outil et en fonction des tranches de chiffre d'affaires, on y a envoyé un certain nombre d'heures, un certain nombre de personnes utiles par zone du restaurant, qui au comptoir, qui en cuisine, qui au drive, qui etc. etc. Et à côté de ça, on a aussi des heures dites improductives, qui ne sont pas fonction du chiffre d'affaires, mais qui sont des heures fixes, quoi qu'il arrive, les heures de livraison, les heures de ce qu'on appelle la prep chez nous, la préparation, etc. etc. Donc, on a inclus tout ça sans, dans un premier temps, penser à un taux de main-d'œuvre. Voilà. La priorité était vraiment de combler au niveau opérationnel tous les trous et tous les manques qu'on pouvait avoir et de regarder ensuite, sur une période assez longue, combien ça nous faisait en termes de main-d'œuvre et quel était l'atterrissage. Voilà. Et puis, on a affiné petit à petit. D'accord. Ouais, c'est vachement intéressant, ça, cette approche que, voilà, il ne faut pas partir du chiffre, forcément, mais partir de la réalité des ventes et de la réalité du terrain. Tu vois là, par exemple, en période Covid où c'est extrêmement compliqué et où il faut absolument qu'on tienne nos ratios parce que c'est une question un peu de survie économique. Nous, ce n'est pas l'exercice qu'on a fait, mais tu peux partir du principe de dire, voilà, j'arrive à projeter un chiffre d'affaires, je sais combien je vais faire, je veux, moi, une bêtise, je veux 23 de main-d'œuvre. Ouais. 23 de main-d'œuvre, tu connais ton coût horaire, tu sais que 23 de main-d'œuvre sur une semaine à 60 000. Ça fait X heures par semaine. Tu mets tes managers, tu mets des heures improductives et tu regardes le nombre d'heures qui te restent. Si tu fais 60 000, tu tomberas à 23. Mais après, ta priorité, là, elle est financière, elle est arithmétique. Oui. Ok, très bien. Mais tu ne réponds pas à ta question. Je vais sortir 23 de main-d'œuvre. Oui, mais dans quelles conditions dans mon restaurant? Nous, on a fonctionné à l'envers. C'est-à-dire qu'on a couvert tous les besoins opérationnels et ensuite, on a regardé combien ça sortait. Alors après, une fois que tu as ton résultat brut, il n'est pas interdit d'aller gratter, d'enlever des heures ici, d'enlever des heures là, etc. Mais tu peux avoir deux manières de voir ton truc, tu peux l'entendre ça. D'accord. Et toi, du coup, le bénéfice que tu as tiré de cette approche-là, c'est que en ayant les bonnes personnes au bon moment, tu as constaté une amélioration de une augmentation de tes ventes sur certaines tranches et aussi, j'imagine que Comme on a constaté une augmentation de nos ventes, c'est pas tellement le but. Le but, c'est, alors à terme, oui, évidemment, mais le but, c'était à chiffre d'affaires constant d'obtenir un taux de main-d'œuvre qui était satisfaisant et qui nous mettait dans les clous. Et ça, on l'a obtenu. C'est-à-dire, D'accord. Très
en quelques mois, on a gagné 2-3 points de main-d'œuvre et on a continué de les gagner. Moi, quand j'ai racheté Trapp, on était 28, 29. On est très vite descendu à 25 grâce à ça. Et on continue de descendre. Après, tu as la formation des équipes, tu as le turnover, tu as le taux d'absence. Tu as plein de trucs qui rentrent en ligne de compte pour arriver à baisser ton taux de main-d'œuvre sans détériorer la qualité opérationnelle de ce que tu rends à tes clients. Oui, d'accord. Et du coup, alors l'utilisation de GIRNet dans ce cadre-là, c'était là où ça t'a beaucoup aidé, j'imagine, c'est sur les graphiques et sur la visualisation simple de où est-ce que tu as tes pics de vente et où est-ce que ton personnel conseiller est en déphasage avec ton staff réel. C'est par ce biais-là aussi que l'outil t'a aidé. L'outil nous a permis de déterminer nos besoins et d'avoir une grande souplesse en fonction de notre tranche de chiffre d'affaires, de pouvoir calibrer nos besoins en main-d'œuvre très, très facilement. La deuxième étape, c'était de pouvoir récupérer nos chiffres d'affaires à la demi-heure également très facilement. Aujourd'hui, avec Reboot, on n'a plus besoin de rien faire, c'est automatique. Ouais. Et l'outil, avec ce qu'on lui a paramétré, il va nous projeter des besoins tout de suite en prenant les 5 derniers lundis, en prenant les 5 derniers mardis, etc. Tout en gardant la souplesse, nous, de pouvoir modifier notre chiffre d'affaires si tu as un jour férié qui arrive, s'il y a une grève, si tu as un événement exceptionnel, etc. Ou si tu es sur un trend qui est très favorable ou très défavorable, ça te permet, toi, de pouvoir ajuster manuellement très facilement et les calculs vont se refaire automatiquement. Après, c'est vrai que quand on fait tourner, on est en capacité très vite de voir si au moins tous nos besoins sont couverts avec des graphes, des histogrammes, etc. Et on est aussi capable de voir si on a un gros taux de main-d'œuvre, entre guillemets, combien d'heures on a en plus. Voilà, si tous mes besoins sont couverts, a priori, si le paramétrage est bon, si tous mes besoins sont couverts et qu'il me reste 200 heures à distribuer, ça veut dire que je suis trop stické. Et ça va ressentir automatiquement dans mon taux de main-d'œuvre à la fin. Ouais, tu vois clair du coup sur l'état de ta main-d'œuvre à un instant T, ouais. D'accord. Pour aller un peu plus dans le détail c'est un peu plus technique sur la configuration de la main-d'œuvre, parce que moi, quand j'ai croisé les différents BK qu'on a installés ou les Quick, voilà, il y a deux écoles. Il y a certains qui souhaitent avoir un référentiel de poste de travail très étoffé et d'autres qui ont un référentiel de poste plus simple. Je sais pas si toi, tu as un avis ou un conseil à ce sujet-là. C'est-à-dire que voilà, il y en a qui vont avoir avoir envie de définir des postes très précis, comme voilà, avoir un poste pour l'ouverture cuisine, un poste pour l'ouverture salle, un poste pour la close cuisine, un poste pour la close salle. Et parfois, alors l'intérêt, c'est qu'opérationnellement, c'est peut-être plus facile à driver sur le terrain où chacun sait ce qu'il doit faire peut-être plus précisément. Mais dans le pendant, l'inconvénient, c'est que en termes de suivi et en termes de configuration, c'est un peu plus complexe. Nous, on n'est pas parti là-dessus. Tu as raison, il y a une espèce de granularité à trouver dans ce que toi, tu attends. Moi, je trouve que si tu commences à rentrer là-dedans, déjà, quand tu as des absents, ça devient compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la polyvalence des équipes. Oui. Tu as aussi un critère qui est important, c'est-à-dire pour chacune de tes personnes, pour chacun de tes salariés, tu y affectes un niveau de compétence par fiche de poste. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il va te proposer, en fonction du nombre d'étoiles que tu auras mis pour chacune des personnes, il va te faire un mix, lui, pour que tu aies de quoi produire et servir, etc. Si tu commences à mettre le doigt, je trouve, là-dedans en disant, en termes de compétences, je vais y rajouter la clause, mais pas seulement la clause, je vais éclater la clause en clause comptoir, clause cuisine, clause ceci, cela. Pour moi, c'est trop fin.
Ouais, c'est trop fin. En termes de gestion de la polyvalence, c'est trop complexe. Ça va, tu vois. Alors, il y en a pour qui c'est sans doute opportun. Hein, Mais moi, je trouve que c'est trop fin. Et puis, à un moment donné, c'est aussi le manager qui a le terrain, qui décide de qui ferme son comptoir, qui ferme sa cuisine, ceci, cela, si tout le monde est formé. Parce qu'après, tu peux avoir aussi des équipiers qui vont te dire, ah non, moi je suis planifié close cuisine, il est hors de question que je ferme le comptoir. Non, Ouais, c'est pas possible. ouais, tout à fait. Ça, D'accord. ça devient. Nous, on a fait board. Je ne sais plus précisément, mais on a fait board, on a fait comptoir, on a fait drive. Je crois qu'on a mis frites. On doit avoir, je ne sais même pas si on a lobby. Enfin, on a fait prep, on a fait livraison. Tu vas pas, c'est pas discriminant, mais enfin, tu vas pas mettre ta petite équipière de 18 ans, 52 kilos en livraison. Non, tu vas pas le faire. Donc, tu vois, elle, sur l'item livraison, tu vas lui mettre 0 étoile parce que tu veux pas qu'elle soit planifiée en livraison. Elle rend service ni au restaurant ni à la demoiselle. Donc il y a des postes comme ça. Mais si tu es trop fin, ouais, je vois. Ça nuit. Tu perds le fil avec le réel intérêt de l'outil. D'accord. Ok. Merci. Alors, juste petite parenthèse que j'ai pas précisé en début du webinaire. Bien sûr, pouvez-vous poser vos questions à Jérôme et à David et moi dans le chat. On va éviter les micros pour pas trop polluer le suivi du webinaire. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du Teams. Voilà. Donc ouais, Jérôme, sur la main-d'œuvre, moi j'ai une question aussi simple, plus à destination plutôt des restaurateurs novices ou des franchisés novices. Dans quel piège toi tu as pu tomber au départ et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui entreprennent dans la restauration rapide ou dans la restauration pour la gestion de la main-d'œuvre? Faut pas vouloir gagner de l'argent tout de suite. Ouais. Il faut accepter. Enfin, pour moi, le seul calcul, on en parlait tout à l'heure, soit tu pars d'un calcul financier avec un budget et ensuite tu adaptes ton terrain A. Pour moi, c'est pas la bonne forme. Il faut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as une priorité, tu as une qualité opérationnelle à rendre à tes clients et tout le temps. Alors, on ne tient pas, personne ne le tient, c'est pas vrai. Mais enfin, ça doit être l'objectif. Il faut partir de là. Et quand tu pars de là, eh ben, tu te retrouves fatalement avec des taux de main-d'œuvre qui vont être supérieurs à ce que tu aimerais obtenir. Quand tu fais une ouverture, tu ne sors pas 22 de main-d'œuvre le premier mois. C'est pas vrai. Ou alors tu le sors, mais tu le sors dans des conditions qui vont un peu flinguer ton truc. Il faut accepter que ça se construit, que ça s'éprouve, qu'on se trompe, et que l'intérêt, ben, c'est de toujours essayer de faire en sorte que ça s'améliore. Et qu'on peut en reparler dans tous les sens, mais si tes équipes ne sont pas formées, si tu n'as pas cette stabilité-là, c'est très compliqué. On ne commence pas par avoir 22 de main-d'œuvre. Non, c'est pas ou alors on prend une affaire qui était déjà 22 de main-d'œuvre et on y va. Ok. On ne commence pas par 22 de main-d'œuvre et on ne descend pas de 35 à 22 comme ça. Ouais, par un claquement de doigts, ouais. Ouais. D'accord. Ou alors tu le demandes à ton resto. C'est toujours pareil. Tu le demandes à ton resto, il va te le sortir. Tu sais, on a des items, nous, on a des pertes, par exemple. On va demander 0,4 de pertes à nos restos. Ils vont les sortir. Hein. Mais ils vont en noter que la moitié. Ouais. C'est passé à côté du sujet. Ouais. Il faut l'obtenir, mais il faut l'obtenir dans de bonnes conditions. Ça se travaille tout le temps, mais ça prend du temps. Alors, des fois, ça prend moins de temps que d'autres. Ok. Mais tu ne l'as pas tout de suite, c'est pas vrai. Ouais. Et il faut l'accepter. Ouais, c'est très intéressant. Puis c'est aussi, ça renvoie à ce qu'on avait échangé aussi une fois. Ce sujet, c'est que ça dépend aussi beaucoup. La recette n'est pas commune à tous les restaurants, à la structure de. Ouais. T'as aussi, nous, on s'en est rendu compte, tu as aussi à l'intérieur de la main-d'œuvre
Alors, la formation, j'en ai parlé, mais tu as aussi, je trouve, moi, une partie ergonomique qui est vachement importante. Ouais. Confort de travail, qualité des équipements, la manière dont est agencé ton restaurant. C'est pas forcément toujours aussi facile de travailler dans un restaurant ou un autre. Oui. Moi, j'ai un restaurant qui a été construit en BK direct. J'ai plus de place que mon autre restaurant où c'était un ancien Quick qui a été remodelé en burger. C'est pas aussi facile de travailler dedans à leur décharge. Et d'ailleurs, toi, tu avais. C'est quand tu as pris Trapp, c'est ça qu'au départ, tu avais. Rémi, on Oui. a juste une petite question. David, il a une question parce que. On est plusieurs à être en attente pour essayer de trouver une business qui peut nous accepter. Il y a plusieurs personnes visiblement qui sont en attente pour accéder au webinar et qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y a une OP de votre côté ou pas? Alors, j'accepte au fur et à mesure là, quand je vois des demandes apparaître. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pas là. Il y a eu une erreur au niveau du lien. Un mail a été renvoyé pour qu'ils puissent accéder au bon lien. Ok. C'est ballot ça. Une petite parenthèse. Ouais. Donc tu me disais. Ouais, je disais que pour ton restaurant de Trappes, je crois qu'au départ, tu avais eu dans l'idée de un peu faire ton copier-coller de configuration et que tu t'étais rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Au début, c'était pas aussi simple. Ouais. Il faut connaître son resto. Et c'est en ça que je te disais tout à l'heure, il faut aussi accepter qu'il y a des fois on se trompe, ça arrive. Et il ne faut pas se dire que sous prétexte que c'est un BK, d'un BK à un autre, c'est exactement la même chose. À équipement équivalent, à agencement du restaurant équivalent, à formation équivalente des équipes, etc., on peut l'imaginer, mais on est rarement dans ce cas de figure-là. Mon comptoir à plaisir est plus petit, par exemple. Il est petit, à moins de place, c'est plus chiant. Donc, si tu fais du 1 pour 1 en te disant je sais pas moi, entre 500 et 600 la demi-heure, il me faut 9 équipiers. C'est peut-être pas vrai sur un autre restaurant. Il t'en faudra peut-être un de plus ou un de moins parce que la configuration du restaurant est un petit peu différente. Et puis après, peut-être que moi c'est le cas par exemple, c'est un restaurant qui est plus gros que le premier, donc c'est plus difficile de travailler. Mais le chiffre écrase la main-d'œuvre. Donc, tu arrives à trouver tes ratios. De toute façon, la main-d'œuvre, plus ton restaurant est petit, plus c'est difficile à gérer. Ouais. En plus, c'est plus. Donc, il y a ça aussi. C'est très compliqué de gérer un restaurant en termes de main-d'œuvre quand tu fais, enfin chez nous, tu fais 40 000 semaines. Ouais. Alors, si tu fais 80 000, voilà, t'es. Tu fais le double. Chiffre écrase tout. Tes heures improductives, elles coûtent beaucoup plus cher dans un petit restaurant que dans un gros. Donc, je pense que c'est vrai dans le fast-food, mais c'est vrai dans n'importe quel secteur de la restauration. Plus le restaurant est petit, plus c'est dur à gérer. Oui. Et plus il faut finement manœuvrer, sur la. On prend l'erreur. Ok. Toi, ton restaurant le plus petit, c'est celui de Trappes, ouais. D'accord. Et du coup, comment tu as fait pour gérer ce fait que tu surveilles plus finement la planification sur le restaurant de Trappes ou tu as la même approche sur les deux On a la même approche sur les deux et fatalement en mode normal, on va pas pouvoir demander en termes de main d'œuvre la même chose à Trappes qu'à Plaisir. C'est pas réaliste. À Plaisir en mode normal, tu fais un samedi, tu écrases toute la semaine, voilà. À Trappes, c'est plus compliqué, mais tu as besoin de moins d'heures. En échange de quoi? En termes d'ergonomie, moi je trouve, alors on n'est pas toujours d'accord là-dessus, mais moi je trouve que c'est plus facile de travailler à Trappes qu'à Plaisir. Les conditions font qu'il y a plus de place, c'est prévu, il a été ouvert en Burger King, il est prévu pour ça. Mais il est petit et donc la main-d'œuvre est plus difficile à gérer qu'à Plaisir. J'ai une question suivante sur ton organisation en termes de planification. Alors, qui planifie chez toi et
comment tu t'assures que le cadre est respecté? Est-ce que tu fais des formations aussi à tes équipes sur ces sujets-là? Comment tu gères cela en interne? Nous, on fait. Moi, j'aimerais que ce soit nos managers, le manager un peu plus expérimenté que les autres, qui fassent les plannings. On y arrive doucement. En général, c'est le directeur adjoint qui les fait. Attends, quitte pas. Hicham? Tu me passes la mop électrique dans le restaurant. Je vais vous épargner ça. Après, chacun, nous, on suit nos main-d'œuvre au jour le jour. Moi, ce qui m'intéresse à la fin, maintenant, c'est mon taux de main-d'œuvre semaine par semaine, pour être sûr que colle. Donc, on contrôle avec Romain tous les jours, les heures pointées, etc. Et on fait en sorte que les main-d'œuvre et les ratios soient respectés. Mais en amont, c'est chaque restaurant qui construit. Ok. Et donc, ouais, c'est vrai que le sujet de planification étant un sujet quand même assez sensible, du fait du postulat de départ que ça représente entre 20 et 25% en termes de charge. Donc, toi, ton conseil ou ton avis là-dessus, c'est que c'est plutôt à des personnes, des managers seniors ou les choses qu'il faudrait confier ce genre de sujet-là? Le ni trop peu dont je parlais tout à l'heure, tu l'obtiens pas si tu fais ton planning à la petite semaine. C'est pas possible. Il faut que ce soit fin, il faut que tout le monde soit planifié. Il faut que tu respectes la législation aussi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu as des plages horaires de repos qui sont obligatoires. Tu as des shifts qui ne peuvent pas dépasser X heures. Tu as des pauses. Voilà, tu as un temps de récupération entre la veille et le lendemain. Enfin, beaucoup de paramètres à prendre en compte. À respecter. Alors, l'outil t'aide parce que les règles sociales sont. Si tu les enfreins, ça te met des warnings et OK. Mais tu dois quand même tenir compte de tout ça. Il ne s'agit pas de faire ton planning n'importe comment. Avec 75 ou 80% de ton chiffre d'affaires qui est fait sur 4 heures. Donc il faut faire très attention à ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est senior dans son poste, qui s'occupe de ça. Et qui a un recul sur la manière dont ça fonctionne, et dans son restaurant, et dans la restauration rapide en général. Tu peux pas donner ça, enfin, moi je trouve que tu peux pas donner ça à quelqu'un qui a 6 mois de fast-food derrière et qui maîtrise pas encore, et c'est normal, tous les tenants et les aboutissants de son terrain opérationnel. Ok, ouais, c'est clair. Non, c'est clair que c'est vrai que parfois, moi, de mon point de vue, de mon expérience, on rencontre certains qui justement ont cette approche un peu copier-coller de planning ou qui réfléchissent plus trop sur la planification et qui du coup après se disent oui mais bon ma main d'œuvre voilà elle est pas assurée. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi que ça demande une connaissance, une expérience terrain assez forte et voilà il faut un sujet auquel il faut porter grande attention quoi. Ouais, ou alors tu planifies ou tu surplanifies pour t'assurer une espèce de tranquillité opérationnelle. Mais tu vois, tu as ton petit matelas de 10-15% en termes d'heures. Bon, bah, ok, très bien. Mais tu le paieras dans ta main-d'œuvre au niveau financier. Ça, c'est sûr. Un planning, ça doit être très fin. Ou alors, tu as 150 heures de trop dans ton restaurant sur ta semaine, ou 200 heures, j'en sais rien. Bon, bah là, tu peux faire ton planning en 1 heure, il n'y a pas de problème. Tu fais toutes les mappales, il te file, tous tes besoins sont couverts. Tu réaffectes tes heures à droite à gauche, tu es tranquille. Oui, mais tu ne sortiras pas 23 ou 24 ou 25 de MO. Non, tu sortiras 28, 29, 30. C'est un choix. C'est un choix. Mais c'est vrai que là où l'outil est important, et je pense que ma palle est important, c'est le fait qu'il cadre quand même, quand il est bien configuré, bien réglé. Je pense que tu n'as pas de mauvaise surprise après sur ton. Non, parce qu'il te donne il te fixe des bornes en fait.
À partir du moment où les besoins sont bien calibrés, pour moi, tu peux rester dans les rails, c'est-à-dire que tu sais où tu en es au niveau de tes heures contrat. Tu sais globalement si tu dois recruter ou pas, tu sais si tu en manques ou pas. Et tu sais que si tu arrives à rester dans ce cadre-là, avec le temps, tu arrives à te rendre compte de la qualité opérationnelle de ce que ça rend. Donc, tu arrives à rester à l'intérieur d'un cadre. Aujourd'hui, nous, on a des taux de main-d'œuvre qui sont les nôtres. Bon, ok, on navigue entre 21, 22, ok. Et on est à l'abri, hors prime, machin, etc. Mais sinon, on est à l'abri de sortir à 28. Ouais. On sortira pas. Si on a des absents dans tous les sens, on n'est pas à l'abri de sortir un 19. Mais c'est pas l'esprit non plus. Moi, j'ai pas envie de descendre de trop en termes de main-d'œuvre, parce que ça veut dire qu'au niveau opérationnel, je l'achète pas. Ouais, on en revient à ce curseur qui est vraiment le centre, trouver l'équilibre entre les économies qu'on voudrait faire, mais tout en conservant la qualité opérationnelle et puis la fidélisation de la clientèle aussi, quoi. Ok. Et je sais pas si on a des questions, David, jusque-là ou pas ou Non, pas encore. On a des commentaires. Donc Eric nous commentait que ce qui est important est d'établir un guide de positionnement des équipes en fonction du chiffre d'affaires horaire, de la structure d'un restaurant, de la productivité des équipes et également des objectifs en QSP définis par l'opérateur. Ouais. Et encore une fois, un deuxième commentaire, l'utilisation d'une charte de planification est également un bon moyen pour gérer la main-d'œuvre en amont. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'expliquait Jérôme. Après, c'est justement cette charte de positionnement. Elle n'est pas si évidente à définir. Elle s'éprouve avec le temps. Et ce que t'expliquais, Jérôme, c'est que voilà, y a pas ça se fait pas par un claquement de doigts. Et généralement, nous, quand on fait les mises en place, d'ailleurs, c'est le cas, c'est quelque chose qu'on affine avec beaucoup d'attention parce que c'est le centre de l'outil. Forcément, nous, si on a un personnel conseiller qui n'est pas conforme aux besoins réel du restaurant, là, il y a un souci. Mais c'est ce sur quoi on porte le plus d'attention parce que ça va conditionner toute la qualité du planning derrière. Et généralement, ça se fait pas du premier coup. Comme tu le disais, Jérôme, toi, tu as tâtonné un petit peu au départ jusqu'à trouver la bonne recette. Mais ouais, tout à fait. La charte de positionnement, c'est central. C'est central. Il y en a peut-être qui arrivent du premier coup. Hein. Ouais. C'est canon. Voilà. Moi, j'y crois pas. Ouais. Oui, puis parce que moi, j'y arrive pas. Hein. Non, mais après aussi, là, je pense d'avoir une approche figée des choses, ça peut avoir un effet pervers parce que rien n'est figé. Alors, en ce moment, on s'en rend bien compte depuis un an où plus rien ne ressemble à rien en termes de prévision. Voilà, donc c'est aussi important de rester attentif à l'évolution des choses. Et la charte de positionnement peut être bonne à un instant T, et puis avoir besoin d'évoluer au fur et à mesure, ouais. Toi, Jérôme, en tant que question des indicateurs, toi, tu suis plutôt ton pourcentage de main-d'œuvre, c'est ça? Tu n'es pas trop sur la productivité, c'est ça qui t'aide à. Moi, je suis le taux de main-d'œuvre. Ouais. Déjà parce que je suis un franchisé, donc c'est mes sous. Ouais. Je vais retrouver un taux de main-d'œuvre. Après, je sais que beaucoup utilisent la productivité et j'y trouve, moi, un intérêt. Je ne dis pas que j'ai raison à ne pas le regarder. La limite, c'est que dans la productivité, tu mets ton nombre d'heures, peu importe la population, les équipiers, les leaders, les managers, etc. Tu vas avoir un indicateur qui va avoir un autre sens pour moi. Je ne dis pas que je regarderai jamais. Bon, les deux sont liés, hein. Mais je ne dis pas que je ne regarderai jamais la productivité horaire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde à le faire. Moi, je n'ai pas habitué à ça. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans la manœuvre, c'est mon indicateur financier. C'est mon compte de résultat à la fin. Moi, ce que je veux, c'est qu'on calcule au fil de l'eau dans le mois. Ça ressemble à ce que je sors sur mon PNL.
Voilà. Ouais, d'accord. Je ne veux pas avoir ça. Disons, mon indicateur de gestion sur mes reportings le jour me disent 26 et sur mon PNL, je découvre 31. Ça, non. Ouais. Ça, non. Voilà. C'est les mauvaises surprises qu'on veut éviter. Ouais. Après, il y a aussi là-dedans, c'est la limite, c'est chacun, entre guillemets, son métier. Nous, on a mis en place, etc. Après, comment ça fonctionne dans le restaurant et de combien le restaurant a besoin d'heures, etc. C'est le boulot de mon superviseur, c'est le boulot des directeurs qui sont dans les restaurants. Moi, mon travail, c'est aussi d'optimiser la rentabilité de la société qui exploite le restaurant. Et sur mon PNL, je retrouve un taux de manœuvre. C'est lui qui m'intéresse là-dessus. Okay. Tu vois, si je grossis le trait, je vais me retrouver avec une productivité, je ne sais pas moi, si je te mets 10 managers dans un restaurant, en termes de productivité horaire, je vais sortir la même chose que si c'était 10 équipiers. C'est le nombre d'heures qui importe dans la productivité horaire. Ouais. Mais en termes de manœuvre, tu vas avoir... C'est pas le même coup, ouais. Ça va pas être le même coup, ouais. Donc toi, en fait, c'est ça, tes managers, au fur et à mesure, t'alimentes avec les heures travaillées que Girnet capte avec les pointeuses, alimente ton tableau de suivi. Chez la pointeuse, c'est les équipes pointent avec un cockpit, ce qui fait qu'on a les 4 pointages en direct sur la solution ou sur notre téléphone. Voilà. Et donc tous les jours, on regarde le nombre d'heures réelles par population pour recalculer un taux de manœuvre. D'accord. Il y a des coûts horaires, population, équipier, leader, shift, manager, directeur adjoint, etc. Et ça nous permet de reprojeter nos taux de manœuvre. Ok. Ça marche. On y remet 100 de CP pour être bien et le plus fin possible et on retrouve notre taux de manœuvre. Ouais. Ce sont des indicateurs, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent moins l'outil, qui sont présents un petit peu partout dans les camps de planification. Parce que dans Girnet, on peut consulter la productivité directement dans les camps de planification. On peut aussi regarder sur une semaine en cours, une semaine passée, comparer le prévisionnel et le réel, du coup, du fait d'une part de la connexion directe avec Reboot, si je parle des BK, qui permet de récupérer les ventes, et du fait de la connexion pointeuse aussi. Donc je trouve que c'est un outil qui permet d'aider aussi les franchisés et les utilisateurs pour avoir toujours un œil sur ces indicateurs-là. Je pense sur le suivi de la MO, j'avais pas forcément d'autres questions. Moi, je voulais terminer un peu la session sur le contexte actuel, parce que bon, le temporaire finit par durer. Donc là, je parle de planifier en temps de Covid. Là, depuis mars dernier, on vit la crise sanitaire. Ça a déjà, je pense, beaucoup impacté les habitudes de consommation des clients. Alors déjà par le fait que les salles sont fermées, j'imagine. Toi, Jérôme, comment s'est passée ton année 2020? Comment tu as adapté ta planification? Comment s'est passé tout ça pour toi? Déjà 2020, au printemps, notamment, en production exposée, on a fermé. Ouais. Simplement. On est resté fermé 2 mois. Alors, on te perd un peu là. Allô? Ouais. Ouais, c'est bon, je t'entends, ouais. Je t'entends, je te vois, ouais, c'est bon. Donc, je disais, les aides liées à l'activité partielle ont pris le relais. Donc, alors, c'est pas une opération neutre. On payait, on a largement parlé des congés payés qu'on provisionnait dans tous les sens, etc. Aujourd'hui, d'une manière générale, on vit un peu, pas au jour le jour, mais enfin, pas loin. Avec ces histoires de couvre-feu, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Après, on a cette souplesse-là
de l'activité partielle et de pouvoir couper, entre guillemets, les heures des équipes. Quand, je sais pas moi, quand tu as prévu de fermer ton drive à 20h ou à 22h, mais que tu as les gendarmes qui débarquent à 18h02 pour te dire non, vous devez fermer votre resto, bim, bon, ok, tu fermes. Socialement, ça se passe très bien avec les équipes, puisque de toute façon, elles vont être payées quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, on a un gros suivi pour être sûr de bien basculer ces heures-là dans le périmètre des aides. On est obligé d'affiner tout le temps. Ce qui est compliqué, on commence à avoir fait un peu tous les cas de figure là. En mode normal. On a eu le 18, on a eu le 20. Le couvre-feu plus le confinement sans le couvre-feu. Bon, voilà. Et plusieurs formules. À chaque fois, ça articule le chiffre d'affaires de manière un peu différente. En ce moment, on travaille beaucoup le midi et on ne fout plus rien le soir. Donc, on arrive quand même à projeter. Plus ça va, parce que tu as raison, ça dure, plus ça va, plus on arrive quand même à projeter. Mais tu vois, par exemple, au mois de novembre, où on avait et couvre-feu et confinement, eh ben, on a fonctionné de manière dégradée. On s'est dit non, on doit obtenir tant de main-d'œuvre, sinon ça va être carnage absolu. Et on a fonctionné comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit voilà, tant de main-d'œuvre, on va faire tant de chiffres, ça veut dire qu'on va mettre tant d'heures sur le terrain. Toutes les autres, on va les envoyer en activité partielle. On va mettre tant d'heures sur le terrain et on va fonctionner avec ces heures-là. D'accord. Et le chiffre d'affaires qu'on avait projeté était globalement cohérent. On a le taux de main-d'œuvre qu'on avait imaginé au début de la période. Parce que sinon, c'est là ta priorité, ça peut arriver. Enfin, nous, ça nous est arrivé en tout cas. Ta priorité, elle est mathématique, elle est financière. Et tu te dois de sortir des ratios qui ne sont pas complètement dans les choux. En termes d'activité, les chiffres étaient mauvais, quoi. Donc, forcément. Tu dois sauvegarder un peu. En termes de répartition des ventes, là, ça s'articule comment sur tes restaurants maintenant, là, depuis les couvre-feux Voilà, on fait 90% de notre chiffre avant 18h, 80%. D'accord. Ok. Et en termes de canal de vente, en termes de vente à emporter, drive, c'est hyper hétéroclite. Tu vois, moi, je fais 45% de mon chiffre drive. Je fais pas beaucoup de livraison à domicile. Moi, je suis à 20% à peu près. Et le reste, je le fais en vente emportée, c'est-à-dire les gens rentrent dans le restaurant, commandent emporter et repartent. D'accord. Tu as beaucoup de restaurants, notamment en centre-ville, qui font beaucoup plus de Uber et qui montent à 60% de livraison à domicile. Mais tu as aussi des zones avec des drives de banlieue où la livraison à domicile est beaucoup plus forte. Tu as des restaurants qui sont à 30-35%, tu es à plus toi, David. Oui, c'est ça. C'est à 30-35, toi. On est à 30-35. Moi, j'ai des restaurants en banlieue drive, un peu sur le même modèle que celui de Trappes ou celui de Plaisir, mais de l'autre côté de Paris. On est plus sur des... Alors, avant le couvre-feu à 18h, on était sur du 25-30% de livraison à domicile. Depuis le couvre-feu à 18h, on est monté à 35-40, voire 50 certains jours. D'accord. Et pour compléter sur l'articulation des chiffres d'affaires en termes d'heures, nous, on est passé, je considère qu'on fait 70 à 80% de notre chiffre d'affaires avant 14h30 ou 15h. Oui, je te dis 18h, mais entre 15h et 18, on ne fait pas... Il se passe pas pas de masse, ouais. D'accord. Donc, c'est hyper concentré, quoi. Ok. Mais c'est vrai que du coup, comme tu le disais, Jérôme, alors on a eu toutes les briques, toutes les configurations. On a eu le couvre-feu 20h, le couvre-feu 18h. Qui est qu'on va finir par avoir peut-être un peu plus de recul sur les choses et un peu du coup pouvoir planifier plus précisément. Et ce qu'on n'a pas encore fait, c'est les différents confinements. Tu vois, on est en train de parler d'une mise en place d'un confinement serré. Ouais. Est-ce qu'on va profiter des vacances scolaires pour fermer les écoles et refermer tous les commerces? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien, quoi. Ouais, d'accord. Ça veut dire quoi serré? Est-ce que nous, on va être obligé de refermer purement et simplement? Ça m'étonnerait, mais bon, on peut pas l'exclure plus.
Ouais, Donc, c'est clair. on peut encore se retrouver dans des schémas qu'on n'a pas encore vécu. C'est vrai, ouais. Pour l'instant, on n'est pas les réponses. Ouais. Mais c'est vrai que je dis ça parce qu'on a. Je parlais avec un utilisateur l'autre jour, en fait, qui avait maintenant du recul sur le 18 et le 20 et qui avait fait ses chartes de positionnement, justement. Euh, Maintenant, il a une charte de positionnement par type de configuration, en fait. Il avait fait une charte de positionnement pour le 18h, une charte de positionnement pour le 20h. Donc, ouais, après, je ne sais pas si dans les faits, il arrivera à. Voilà, mais ça, en tout cas, ça devrait l'aider à planifier plus facilement. Voilà. Ok, mais je sais pas si. Ouais, oui, Excuse-moi, David, ouais. ajouter quelque chose, parce qu'on fait le même métier avec Jérôme, mais ce que, enfin, je pense qu'un truc important qu'il faut essayer de faire, c'est que l'outil Mapal nous donne un super cadre pour la planification. Mais en fait, une fois qu'on a fait ça, moi je considère qu'on n'a fait que 20% du boulot sur l'allocation de la charge de MO dans le restaurant. À cause du fait que tous les 15 jours, en fait, on change complètement de modèle de vente, de niveau de vente, d'allocation de chiffre d'affaires dans la journée et d'allocation de chiffre d'affaires à l'intérieur des canaux de vente. Tout ça change tous les 15 jours avec les mesures gouvernementales qui changent tout le temps. Ouais. Donc moi, je demande à mes équipes, effectivement, d'avoir une planification qui tienne la route en fonction de tout ce qui a été évoqué en termes de charte, en termes de besoins, en termes d'objectifs, etc. Ça, bien évidemment, mais ce n'est que le début du travail qu'on peut faire sur l'AMO de manière générale. Évidemment, respecter les obligations sociales, tout ça. Ouais. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, on n'a fait que fixer un cadre dans lequel il faut aller travailler quasiment tous les jours, et j'ai même envie de dire quasiment 2 fois par jour pour l'activité du matin et pour l'activité du soir, qui elle-même est hyper changeante et hyper variée. Le lundi de cette semaine ne ressemble pas au lundi de la semaine dernière, ne ressemble vraisemblablement pas au lundi de la semaine prochaine, idem pour tous les jours. Donc, l'outil de planif, il nous donne un cadre dans lequel on doit s'inscrire, mais qui est une espèce de cadre minimal dans lequel on doit s'inscrire. Oui. À l'intérieur de ça, il y a une gymnastique intellectuelle et pratique tous les jours pour aller regarder et pour aller, comme disait Jérôme, couper ou rajouter, parce qu'on peut avoir fait un très mauvais lundi la semaine dernière et finalement se rendre compte que lundi va être plutôt mieux cette semaine, etc. etc. Donc, nous, on essaye de notre côté d'avoir de planifier des gens à l'intérieur de ça et de les enlever, de les rajouter, mais c'est un exercice qu'on fait quasiment 2 fois par jour. D'accord, ouais. Et c'est ça, à la fois d'avoir une expérience opérationnelle pour le client qui tienne la route, dans le respect des process, etc. Et aussi d'avoir, comme le disait Jérôme, un PNL en fin de mois qui tient la route. On peut vous expliquer pourquoi, mais je ne sais pas si tu es d'accord, Jérôme, mais pourquoi est-ce qu'un lundi, tu vas faire, je vais dire des chiffres en l'air, mais 4000 balles ou 8000 balles. En fait, on ne sait aujourd'hui, dans notre métier et dans notre activité, moi, je ne sais pas dire quel chiffre d'affaires je vais faire aujourd'hui dans mes restaurants. Ouais. À 1000 euros, honnêtement, je ne sais pas le faire. Ce que je savais très bien faire, ce que je faisais plutôt bien et ce qu'on savait tous plutôt bien faire l'année dernière, dans un cadre normal. Donc en fait, la planif, oui, essentielle et l'outil est bien, mais à l'intérieur de ça, si on se contente de ça, on n'a fait que 20% du boulot, à mon avis. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans un contexte qui est hyper volatile. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas si on fera les mêmes chiffres en mode normal que ce qu'on fait le midi-semaine en ce moment, par exemple. On est tout seul, oui, on est pratiquement les seuls à être ouverts dans la restauration, en mode dégradé, mais ouvert. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde à venir chez nous aujourd'hui qui ne venait pas avant, qui reviendront peut-être pas après, on ne sait rien. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que oui. Ouais. D'un seul coup, ça s'arrête, et puis ça repart, et puis ça se arrête. Enfin, c'est ce que dit David, quoi. Ouais, c'est hyper volatile, effectivement. C'est que, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis, David. Ça fait tout à fait sens que si tu t'arrêtes à tes prévisions qui sont un peu au doigt mouillé en ce moment, et si tu t'arrêtes à ça, ouais, t'es mort sur ta journée, ouais. Et oui, souvent, moi j'entends souvent aussi, ouais, aux franchisés, aux utilisateurs auxquels je parle, qu'il faut, il faut rester attentif sur la journée pour adapter au fur et à mesure, ouais. Et moi, j'ai noté un deuxième effet, mais je ne sais pas si je suis le seul à le voir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce gouvernementale,
qui va souvent dans le sens de restrictions supplémentaires à l'exploitation, Ouais. il y a un effet de sidération sur le chiffre d'affaires assez immédiat qui dure 2, 3, 4, 5, 6 jours avant que les courbes de fréquentation et de chiffres ne remontent. Et ça, c'est un peu l'expérience de ces différents modes d'exploitation que nous impose le gouvernement depuis un an qui me le montre. À chaque fois qu'on a une annonce, que ce soit un couvre-feu, que ce soit un confinement, que ce soit un couvre-feu à 18h, à 20h, que ce soit tel canal ouvert, pas tel canal, en plus prise par les préfets, à chaque fois qu'il y a cette annonce-là, pendant quelques jours, le chiffre d'affaires tombe. Et il revient. Là, on le note sur le dernier couvre-feu. Nous, à Paris, enfin en région parisienne, on vient de vivre le couvre-feu de 18h depuis 8 jours, ou 10 jours. Maintenant, les 3-4 premiers jours ont été épouvantables en termes de chiffres. Et depuis 2, 3, 4 jours, ça commence à revenir progressivement, et ce n'est pas du tout dans les niveaux attendus, mais ça remonte. Et sur la planification, on essaye maintenant, nous, dès qu'on a une annonce, d'anticiper ça pour se dire, quoi qu'il arrive, on va vers plus de restrictions. Et si on va vers plus de restrictions, il faut vraiment prévoir de réduire notre nombre d'heures sur le terrain dans les quelques jours qui suivent pour ensuite remonter. Okay. La veille et l'avant-veille, tu fais un chiffre de dingue. Parce que tu te fais éclater, la vie, ça va s'arrêter. Et puis après, les gens modifient leurs habitudes. Ouais. Ils s'adaptent. Et ils s'adaptent. Sur avoir du vide. Donc, on retrouve un peu... D'accord. Ok. Voilà, désolé. Non, merci David, t'as bien fait. Bah écoutez, je sais pas si il y a des questions ou des commentaires dans le chat, David. Non, pas spécialement. Ok. Effectivement, Eric commentait encore une fois que certaines sources indiquent un confinement total à partir du 6 février, apparemment issu des données du SNAR, le Syndicat national de la restauration rapide. Mais c'est tout. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Bah sinon, il ne me reste plus qu'à te remercier, Jérôme, et remercier David aussi. Merci beaucoup pour ton intervention hyper intéressante. Voilà, et je pense qu'on va conclure ici. Oui, très bien. Bah, on vous fera parvenir la vidéo du webinar, et puis de toute façon, on est à disposition de tout le monde. Hein. S'il y a des questions supplémentaires dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Ça marche. Merci David, Jérôme. Allez, à bientôt. Merci.